Hein? Oui, d'accord. On va faire comme d'habitude. Il y a un petit exposé, enfin un vrai exposé prévu par Dominique Dolois et Aude Chaperon qui vont nous planter le décor de la médiation familiale. Merci à vous de nous avoir suggéré cette matinale. Et puis après, bah, vous poserez vos questions ou vous les posez dès maintenant de discuter de manière à ce qu'on puisse les organiser avec Emmanuel. Et moi d'abord, si tu veux bien, Jocelyne, je fais un petit C'est mot toi qui d'accueil. commences. Voilà. Et nous sommes 40, c'est formidable. Alors, petite précision, et, si effectivement chacun peut éteindre son micro, c'est formidable. Ça nous évite d'écouter d'autres matinales, notamment la radio. Merci à tous. Et on va pouvoir démarrer avec nos deux invités que je vais présenter s'il en était besoin, parce que bien sûr, Dominique Dolois, tout le monde la connaît. Aude, tout le monde commence à la connaître, un petit peu moins, mais tout le monde commence à connaître Aude. Bonjour à tous, bonjour à nos amis de l'IEM et à nos amis qui ne sont pas de l'IEM, mais qui nous font le plaisir d'être fidèles à nos matinales. Aujourd'hui, nous abordons un thème que nous n'avons encore jamais abordé et qui est pourtant ô combien important et qui a été sur lequel la médiation est un sujet essentiel. Nous allons parler de médiation familiale. Et pour parler de médiation familiale, bien sûr, Dominique Dolois et Aude Chaperon qui vont nous parler ce matin. Et donc, je vais dire un petit mot s'il était besoin de les présenter. Et je vais commencer par Dominique, si tu veux bien, Aude. Dominique, bonjour. Dominique, Bonjour. que tout le monde connaît puisqu'elle intervient régulièrement à l'IEM, mais je vais quand même rappeler un petit peu ton parcours, si tu veux bien. Dominique, tu es titulaire d'une maîtrise de droit privé et de sciences économiques de l'université de Panthéon-Assas et de la Sorbonne. Tu es diplômée de l'Institut judiciaire de Paris 10 et tu as exercé pendant de longues années dans le domaine du droit immobilier et du droit de la famille. Donc un passé d'avocat avant de te former en tant que psychothérapeute et puis en tant que médiateur pour sans doute aborder de nouveaux horizons. Et depuis 2018, tu n'exerces plus que, je ne devrais pas dire plus que, tu exerces le métier de médiateur et de formateur. À ce titre, tu animes des groupes d'analyse de pratique à l'IEAM et ailleurs, et c'est ainsi que nous avons le plaisir de te rencontrer régulièrement. Et tu es également superviseur de médiateur. Et puis, si je fais des erreurs dans le descriptif, tu sauras me corriger lorsque tu reprendras la parole. Merci Dominique de venir nous parler aujourd'hui de médiation familiale. Et j'ajoute que tu fais partie de l'équipe des médiatrices familiales de l'IEAM, hautement expérimentées et qui ont la confiance des tribunaux judiciaires avec qui nous travaillons, et notamment donc les pôles famille de ces juridictions. Aude Chaperon, qui a rejoint récemment le conseil d'administration de l'IEAM et qui est donc de plus en plus investi au sein de notre association. Aude a commencé en tant que clerc de notaire avant de se reconvertir, entre guillemets, vers une activité qui faisait peut-être plus sens pour elle. Aude, tu as passé un premier diplôme de médiatrice auprès de l'EPMN, c'est l'École professionnelle de la médiation et de la négociation. C'est un organisme qui dispense des enseignements dans différents domaines, dont la formation à la médiation. Et à l'issue de cette première formation, tu as choisi de passer un diplôme d'État de médiation familiale à la faculté de Nanterre, que tu as brillamment réussi puisque tu as obtenu ton diplôme en juillet 2022. Tu exerces à temps partiel comme médiatrice familiale pour un groupement associatif qui s'appelle CITEA. C'est un groupement d'associations qui œuvre dans le soutien et l'accompagnement des familles confrontées à des problématiques complexes. Et par ailleurs, tu es médiatrice libérale généraliste. Et enfin, tu viens de développer une nouvelle activité, tu t'es formé au coaching parental et tu souhaites aujourd'hui aborder également ce domaine qui est à la médiation familiale. Voilà, j'ai pris le temps de présenter votre parcours parce que c'est toujours intéressant. Parce que d'abord, vous êtes modeste, donc toutes les deux, vous ne mettez jamais en avant vos titres et fonctions alors qu'elles sont hautement intéressantes. Et donc, j'ai pris le temps de vous présenter et je donne maintenant
la parole à Jocelyne pour l'organisation de la matinale. Jocelyne, on ne t'entend pas. Comme j'ai dit, vous posez vos questions, d'en discuter et on les organisera ensuite. Et puis, on va passer la parole tout de suite à Dominique et Aude qui ont préparé une introduction à la médiation familiale que personnellement je ne connais pas bien et qui est intéressante à découvrir. Allez-y. Merci. Alors, on l'a un peu imaginé sous forme de questions que nous allons nous poser et que nous poserons, en situation à l'égard de tout le monde. Eh bien, Dominique, je lance les hostilités et du coup, la première question, ça serait finalement, quand on parle de médiation familiale, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, quand on parle de médiation familiale, on parle déjà de médiation. Donc, tous les aspects que nous connaissons de la médiation, espace de parole, règles de confidentialité, etc., place du médiateur, sont identiques à tous les autres types de médiation. Ce qui peut-être est différent, ce qui est différent, c'est les personnes à qui s'adresse la médiation familiale. Et la médiation familiale s'adresse aussi bien à des situations de conflit ouverts ou à des réflexions qui peuvent se poser dans le cadre d'un couple. Alors, il faut savoir aussi que ça concerne tout type de famille, que ce soit la famille, je dirais, traditionnelle, un père, une mère avec des enfants, la famille homosexuelle avec deux parents de même sexe et des enfants, la famille séparée mais qui aurait des enfants, un couple qui réfléchit à sa situation sans enfants, les grands-parents, enfin vraiment toute la chaîne familiale est, ouverte à la médiation familiale, avec aussi un questionnement dès le début de la constitution du couple jusqu'à la fin de la vie des personnes, avec tout ce qui peut toucher les successions, les héritages, etc., les relations entre frères et sœurs, par exemple, à l'occasion d'un héritage. Donc vraiment, c'est un espace très ouvert à la réflexion autour de ce que c'est que la famille au sens large, sans définition particulière de ce que c'est que la famille. Merci. Alors Aude, est-ce que pour faire de la médiation familiale, il y a une formation particulière? Qu'est-ce qui se passe pour être médiateur familial? Quelles sont les caractéristiques du médiateur familial? Alors oui, effectivement, il y a un diplôme qui est donc le diplôme dont Emmanuel a parlé tout à l'heure, qui est le diplôme d'État de médiation familiale, qui est le seul diplôme d'État d'ailleurs en matière de médiation tout court. Ce diplôme est composé donc de deux parties. Vous avez une partie théorique où on apprend la psychologie, la sociologie, la systémie, toutes sortes de matières. Et puis une partie, un stage, une partie pratique, stage de 105 heures et ça se termine par un mémoire. Donc c'est un diplôme qui est quand même un diplôme assez lourd, mais du coup très complet et qui sert finalement tant à la médiation familiale d'ailleurs que ça peut servir à toutes sortes de médiation. Alors, malgré tout, son exercice, on n'est pas obligé d'avoir le diplôme pour exercer, en tout cas à titre libéral, dans les espaces conventionnés, oui, dans les services conventionnés, mais pas forcément en libéral. On n'est pas obligé d'avoir le diplôme d'État. Donc, c'est l'exercice, enfin, c'est le titre qui est protégé, pas l'exercice en réalité. Il n'empêche que quand même, quand on fait de la médiation familiale, faut avoir une certaine appétence pour l'humain, il faut être capable ou formé à recueillir les émotions. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, il peut y avoir des gens qui crient, qui s'énervent, qui se fâchent, beaucoup plus que dans des médiations plus généralistes, j'ai envie de dire. Et puis, il faut aussi être prêt à rentrer dans l'intimité des personnes. Certaines personnes vont vous parler par exemple de leur sexualité. Bon, alors faut être prêt à aborder ces thématiques-là. Et je dirais enfin qu'il faut avoir un vrai travail sur soi, notamment au niveau de la neutralité. Alors pour vous donner un petit exemple comme ça, qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai une famille qui est venue me voir. Dans les sujets, il y avait le fait que leur fils jouait un peu trop aux jeux vidéo à leur goût. Et donc, ils ont pris une décision en commun qui était celle de limiter l'usage des jeux vidéo de leur fils à 4 à 5 heures de jeu par jour. Bon, alors moi, en tant que maman, ça me heurte totalement. Je trouve ça beaucoup trop. Bon, mais eux,
c'était finalement leur décision et il a fallu que je l'accepte, que je l'intègre et voilà, et que je ne me prononce pas par rapport à ça. Donc, attention, plus que dans n'importe quelle médiation, on n'est pas non plus dans le conseil. Voilà. Donc, c'est un vrai travail sur soi. Alors maintenant, Dominique, peut-être tu peux nous dire quand même quelques mots sur le processus collaboratif, hein, qui là est quand même une spécialité des avocats, donc je te laisse la parole. Oui, alors le processus collaboratif présente plusieurs points communs avec la médiation, outre le fait, alors c'est un processus d'avocat, mais on peut tout à fait imaginer que dans le cadre du processus collaboratif, et je vais en dire 2 mots, la médiation puisse s'intégrer, et ça arrive non pas couramment, mais assez régulièrement quand même. Processus collaboratif, c'est un engagement pris entre des avocats qui sont spécifiquement formés, comme le sont les médiateurs, qui s'engagent avec leurs clients à ne saisir le tribunal que d'accord. Et il y a un processus très structuré qui a été mis en œuvre qui permet d'arriver jusqu'à une solution qui soit une solution pérenne et acceptable par les personnes concernées par le processus collaboratif. Donc, le rôle des avocats est très différent. Alors, ils ne sont pas tiers au sens du tiers de la médiation, mais ils accompagnent leurs clients, la famille, vers une solution qui soit une solution pérenne. Bien évidemment, dans le cadre d'un processus collaboratif, il peut se poser des situations de conflit. Ce n'est pas parce qu'on s'engage à trouver une solution amiable et à ne saisir le tribunal que d'accord que les choses sont simples. Donc, il peut arriver que les avocats collaboratifs et les personnes engagées dans ce processus aient besoin d'un espace de parole confidentiel qui va être différent du cadre du processus collaboratif lui-même. Et à ce moment-là, la médiation a toute sa place pour permettre justement de discuter d'un point qui est souvent un point de relation beaucoup plus qu'un point technique du style la pension alimentaire des enfants, etc., mais un point de relation que les avocats vont avoir du mal à aborder dans le cadre du processus collaboratif parce qu'ils restent l'avocat de leur client. Donc, on peut tout à fait imaginer, et il arrive couramment maintenant, qu'un espace de médiation s'intègre à un processus collaboratif, processus d'avocat. D'accord, donc en fait, on peut cumuler les deux en réalité. Absolument, tout à fait, passer d'un espace à l'autre en fonction de l'intérêt des personnes, puisque l'objectif, que ce soit du processus collaboratif ou de la médiation, c'est de permettre justement à chacun de se responsabiliser et de prendre des décisions qui soient des décisions qui soient, comment dire, justes et au sens de justesse pour la famille globale. Ok, merci. Quand on a débuté, là, tu as parlé de la médiation familiale au moment de la formation du couple. Donc, moi, j'entends aussi des premiers engagements. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, justement, sur ce genre de situation, dans quel cas ça pourrait s'appliquer? Alors, les médiateurs familiaux constatent souvent qu'au moment des conflits qui ne manquent pas de se poser dans la vie d'un couple, remontent parfois à l'origine du couple. Par exemple, je suis chrétienne, tu es juif, comment se marie-t-on? Comment va être la cérémonie? Et si on n'y a pas réfléchi, bien 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, des conflits peuvent apparaître faute d'avoir été pensés. Je suis riche, tu es pauvre, ou je viens d'une famille fortunée, tu viens d'une famille beaucoup moins fortunée. Mes parents très généreusement disent, nous allons assumer le coût du mariage. Ça semble une bonne idée, mais 15 ans plus tard, il y a des aigreurs qui apparaissent et qui remontent à cette origine. Donc, pourquoi ne pas imaginer, et ça se fait de plus en plus, mais il y a un espace de prospective qui s'ouvre pour les médiateurs familiaux, c'est d'inviter les personnes à réfléchir. Alors, c'était peut-être ce que faisaient un peu les directeurs de conscience autrefois dans les traditions religieuses, à réfléchir au sens des choses et au poids des choses, parce que pour éviter justement qu'au moment des conflits, des histoires fort anciennes ne ressortent. Donc, c'est la religion, les différences culturelles, il y a de plus en plus de mariages entre des personnes d'origine différente, je suis française, tu es allemande, voire indien, etc., pouvoir poser tranquillement ce genre de questions et se demander comment on va les aborder pour éviter des aigreurs ultérieures et des conflits ultérieurs. Donc, il y a tout un champ qui peut s'ouvrir dans ce domaine. Mais en fait, ce que je comprends un peu, Dominique, dans ce que tu dis, c'est qu'en réalité, tu parles un peu de médiation préventive, finalement. Absolument, tout à fait. Tout à fait.
Du coup, il y aurait peut-être une réflexion à avoir avec la commission de la médiation familiale, je ne sais pas, pour prospecter auprès des wedding planners, des notaires qui font les contrats de mariage, ce genre de personnes finalement. Des mairies, un espace très large, d'inviter les personnes qui envisagent de vivre en couple à réfléchir un petit peu plus loin qu'on a envie de vivre ensemble, d'une certaine façon. D'accord, donc c'est large. C'est très large, oui, tout à fait. Alors, Dominique. Quelle est la prochaine question? Alors, la prochaine question, ça tournait autour de couple séparé ou couple non séparé. Est-ce qu'on peut faire une médiation familiale quand on n'est pas séparé? Alors, bien évidemment, oui. Et de plus en plus, moi, je vois apparaître des personnes qui viennent en médiation familiale à l'occasion de la mise à la retraite de l'un des deux ou voire des deux et qui se posent des questions sur quel est l'avenir de notre couple parce qu'on a vécu finalement relativement séparés parce que la vie professionnelle nous emmenait à l'extérieur. Mais comment faire pour que justement un couple puisse se reconstituer d'une façon différente à l'occasion de changements importants de vie. Donc, bien évidemment, on peut faire de la médiation familiale quand on n'est pas séparé, à titre de réflexion sur ce que l'on veut faire de son couple, là où on en est de son couple, et à toutes les étapes de la vie, la crise de séparation n'étant pas automatique et l'espace de médiation étant un espace de parole, eh bien, pourquoi pas pour réfléchir à l'avenir de son couple et à ce qui se passe dans son couple. Alors, effectivement, moi, en tout cas, c'est tout le sujet de mon mémoire. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans les médiations pour les couples, justement, qui ne sont pas séparés, ils viennent selon trois demandes principales. Soit ils viennent parce qu'il y a le spectre de la séparation, ils se posent la question de savoir s'ils doivent rester ensemble ou pas. Donc, à ce moment-là, on utilise des outils comme par exemple le blason du couple, c'est-à-dire qu'on travaille un peu sur le passé et on réfléchit à l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on se projette avec l'autre dans le futur. Voilà, donc c'est les couples qui se posent la question de savoir s'ils veulent rester ensemble ou pas. C'est pas toujours évident en fait. C'est une vraie question parce que pour certaines personnes, la place de la religion, de l'engagement est tellement fort que la séparation est difficile à intégrer. Même chose quand on a des enfants en bas âge, c'est pas toujours évident de se dire que finalement on va peut-être tout détruire. Parfois, dans les thèmes traités, d'ailleurs, il y a le thème de l'infidélité, voilà, qui finalement, on s'aperçoit, est plutôt généralement un symptôme plutôt qu'autre chose, quoi, hein. C'est révélateur de certaines choses. Il y a aussi d'autres couples qui viennent nous voir parce que, comme tu le disais, Dominique, il y a des questions qui se posent, par exemple, un déménagement ou est-ce qu'on garde un enfant ou pas, est-ce qu'on adopte ou pas, ce genre de questions sur lesquelles il peut y avoir un fort conflit dans le couple. C'est cristallisé, c'est clivant et du coup, on a besoin d'un espace où on va pouvoir en parler de façon sécurisée, un peu plus réfléchie finalement, et où on va pouvoir déposer l'émotionnel pour passer sur un espace aussi de prise de décision. Parce que la médiation familiale, c'est un espace de prise de décision. Et puis enfin, tu parlais de ton couple aussi de retraités. Il y en a un certain nombre qui viennent nous voir aussi pour mieux vivre ensemble. Voilà. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et parfois, finalement, avec quelques clés de communication, en réussissant à oser se dire ce qu'on n'ose pas se dire, finalement, ça peut permettre au couple de vivre mieux sa vie de couple. Mais là, on parle de couples séparés. La majorité quand même de notre travail, ça reste les couples. On parlait de couples non séparés. La majorité de notre travail, c'est plutôt sur des couples séparés.
Donc, Dominique, en général, qui nous sollicite et puis quelle est la nature de ce travail-là, finalement, qui est quand même… Oui, alors Aude, tu me donnes l'occasion de préciser un point que je ne crois pas avoir précisé en introduction, qui est qu'il y a la médiation conventionnelle, bien sûr, et la médiation judiciaire. Donc, la médiation judiciaire étant la médiation qui est proposée par un juge avec la tentative la rencontre préalable avec un médiateur pour recevoir une information, comme dans les autres domaines d'ailleurs, sauf qu'il y a un point particulier qui est que, outre le fait que la violence est exclue pour le recours à la médiation quand il y a de la violence entre les parents ou de la violence dans le couple, mais comment dire, il y a une expérimentation qui remonte maintenant un petit peu, qui a été prolongée cette année, de rendre obligatoire la médiation dans les instances modificatives par exemple, de résidence des enfants, de paiement de pension alimentaire, etc. Donc, on se dirige en matière judiciaire de plus en plus vers quelque chose d'un peu obligatoire en matière de médiation familiale. Alors, qui nous saisit en tant que médiateur familial? Alors, justement, dans le cadre de la réflexion et dans le cadre de la déjudiciarisation des procédures de divorce, les avocats nous saisissent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que le processus collaboratif peut ne pas être adapté ou qu'ils ne sont pas formés au processus collaboratif et qu'il est de l'intérêt de leurs clients de parvenir à un divorce négocié et alors à ce moment-là de les envoyer vers des médiateurs familiaux en leur demandant justement de travailler sur la relation pour leur permettre ultérieurement d'aborder des problèmes plus concrets. Mais si la relation n'a pas été travaillée au préalable, les problèmes plus concrets du style pension alimentaire, lieu de résidence, etc., ne pourront pas être abordés de façon saine. Donc la saisine par les avocats est de plus en plus courante. Moi, je le vois vraiment de plus en plus régulièrement. Et puis, la médiation familiale étant aussi de plus en plus connue, on en parle beaucoup de la médiation en général et aussi de la médiation familiale en ce moment, bien les couples commencent à avoir le réflexe de s'adresser à des médiateurs familiaux pour parler justement autour de ce qui se passe, séparation, pas séparation, mais à l'occasion des séparations notamment. Donc, parler de la médiation, entendre parler de la médiation, avoir des amis qui ont fait une médiation et qui en ont tiré du bénéfice, permet justement une saisine de plus en plus importante des médiateurs dans un cadre conventionnel ou parajudiciaire à l'occasion des avocats. Et du coup, quels sont les sujets finalement qui sont le plus traités en général, qui sont sollicités pour les personnes en cours de séparation ou déjà divorcées? Alors, c'est les questions qui concernent le couple lui-même, c'est-à-dire la liquidation du régime matrimonial. Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine qu'on l'a accumulé? Comment permet-on de vivre aux membres du couple moins fortunés les problèmes de devoir de secours? Donc, les relations entre les membres du couple et puis les relations, bien sûr, des parents à l'égard des enfants. L'autorité parentale conjointe, qu'est-ce que c'est qu'une autorité parentale conjointe? C'est une tarte à la crème. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt de l'enfant? C'est une autre tarte à la crème. Donc, qu'est-ce que ces parents-là veulent mettre comme contenu dans le cadre des conventions qu'ils vont passer? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une autorité parentale? Où vont vivre les enfants? Qui va payer quoi? D'élaborer un budget pour les enfants, etc. Donc, ce sont des questions à la fois très, comment dire, philosophiques. Qu'est-ce que c'est que notre couple et comment on l'imagine une fois séparés et comment allons-nous rester des parents ensemble? Et puis des questions très pragmatiques du style qui paye quoi, quand, etc. Donc, c'est très large. Oui. Aude, je t'interromps 2 petites secondes, Aude, si tu veux bien. Pour une question pratique, il y a encore des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Et en fait, un tout sautement ou le bruit d'un stylo, ça fait que ça capte l'écran et on ne voit plus l'image de l'oratrice. Donc, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse, s'il vous plaît? Là, je vois à l'écran, par exemple, Monsieur Tuilier. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, fermer votre micro? Non. Monsieur Tapi, pareil, il y a votre micro qui n'est pas fermé. Voilà, excusez-moi de faire la police des micros, mais c'est pour mieux profiter de nos oratrices pendant leur exposé. Je referme mon micro et pardon, Aude et Dominique, de cette interruption. Merci, Emmanuel. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que pour travailler aussi en service conventionné,
Et en libéral, on voit qu'il peut y avoir aussi des différences dans les demandes. C'est-à-dire que dans les services conventionnés, on est plus axé vraiment sur la convention parentale, c'est-à-dire le choix de l'école, le budget de l'enfant, la résidence de l'enfant, évidemment, alors qu'en libéral, on peut avoir cette partie-là, mais il y a généralement aussi beaucoup plus d'enjeux financiers. Et souvent, les tribunaux envoient les médiations où il y a des enjeux financiers plutôt aux organisations comme l'IEAM, qui ont davantage de professionnels en capacité voilà, de travailler sur les finances, parce que, et notamment sur les liquidations de régimes matrimoniaux, parce que ça, pour le coup, il y a des notions qui sont dispensées dans le DEMF. Mais bon, voilà, c'est quand même, j'ai envie de dire, un peu un métier à part entière. Voilà. En tout cas, l'idée de la médiation familiale aussi dans le cadre des couples séparés, c'est vraiment de remettre l'enfant aussi au cœur des débats et d'apprendre aux parents de passer d'un lien qui est un lien conjugal à un lien parental. Voilà. Et c'est un peu tout le challenge de la médiation familiale. Je crois que quand on a dit ça, Dominique, on a dit beaucoup de choses quand même. Tout à fait. Est-ce que tu nous toucherais un mot de la formation que tu as faite sur le coaching coparental qui s'intègre tout à fait avec ce que l'on est en train de dire? C'est effectivement un peu une continuité de la médiation familiale, c'est-à-dire comment faire appliquer certaines décisions, par exemple, et comment réussir à faire les enfants. Voilà, parce que certaines personnes ne supportent plus l'autre conjoint, mais en revanche, ils aiment leurs enfants. Et voilà, je parlais de questions sur le choix de l'école, sur le choix des activités, sur comment ça se passe avec la nouvelle belle-mère. Et donc, à la différence de la médiation familiale, et ça va faire peut-être un peu résonance avec cette question, là, toute leur part dans le processus, on les fait intervenir et c'est vraiment quelque chose de familial. Mais à la différence d'une thérapie familiale, on est vraiment dans le pratico-pratique. Voilà, c'est-à-dire, il y a un problème, comment on essaye de le régler au mieux pour les enfants. Aude, je t'interromps 2 minutes encore. Madame Jolyse Ébénier, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre micro? Parce que vous faites beaucoup de bruit et c'est difficile pour l'audition. Est-ce que vous... Voilà, merci beaucoup. Oui, alors ça rejoint la question que je voulais te poser, Aude, c'est la place des enfants en médiation. Est-ce qu'on peut faire une médiation familiale avec les enfants? Comment ça se passe? Je peux te dire plutôt non. Les médiateurs familiaux ne sont pas très fans parce qu'en fait, le conflit, c'est les parents, généralement. Ce n'est pas les enfants. Ou sinon, c'est de la médiation parent-ado. J'en dirai un petit mot juste après. Malgré tout, de plus en plus quand même, le médiateur familial est sensibilisé à l'audition de l'enfant. Pour ça, c'est quand même bien d'avoir une formation spécifique à ça parce que c'est une approche très, très fine quand même qu'il faut avoir et il ne faut pas faire de dégâts sur les enfants. Donc, c'est important. Il arrive qu'on les fasse intervenir, mais dans ce cas-là, l'idée, c'est plutôt qu'ils puissent indiquer leur ressenti et l'idée, c'est pas qu'ils choisissent je préfère habiter chez papa, je préfère habiter chez maman. C'est vraiment pouvoir dire à leurs parents ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire des enfants vont vous dire moi j'ai besoin que mes parents se disent bonjour, j'ai besoin de pouvoir fêter mon anniversaire avec les deux parents ensemble. Moi, je supporte plus que voilà, qu'ils fassent ceci ou qu'ils fassent cela. Alors, ça va pas forcément, les parents vont pas forcément pouvoir répondre à leurs besoins, mais en tout cas, ils pourront l'entendre. Et je peux vous dire que il n'y a rien de plus fort finalement qu'une demande faite par un enfant, mais faite là encore dans un cadre dédié à ça. C'est-à-dire, l'enfant, il va pouvoir dire maman, je voudrais fêter mon anniversaire avec toi et papa. La demande, elle ne sera pas entendue. Si c'est fait en médiation, il y aura un travail qui sera fait là-dessus, donc ça pourra éventuellement avoir du sens. Ceci dit, ça reste quand même un petit peu exceptionnel et il faut que l'enfant soit en capacité aussi de venir et qu'il le souhaite. Donc, on lui fait un entretien aussi pour lui, etc.
Il y a aussi des enfants qui peuvent intervenir à la fin de la médiation pour que les parents puissent leur dire les décisions qu'ils ont prises. Parfois, c'est simplement la décision de séparation. Mais ça peut être aussi, voilà, on a décidé, comme dans mon exemple de tout à l'heure, que tu passeras de 10 heures de jeux vidéo à 4-5 heures. Mais voilà, on a pris cette décision pour telle ou telle raison et à la place, on fera des jeux de société, ce genre de choses. Donc, on aide, on accompagne les parents pour exposer finalement les décisions qu'ils auront prises en médiation. Mais l'intérêt que ça peut avoir, c'est que ça permet aussi pour les enfants de voir que malgré la séparation, malgré le divorce, les parents parlent désormais d'une seule voix. Et ça, c'est aussi très fort. Dernière chose, je parlais des médiations parents-ados juste avant. Donc ça, c'est des médiations qui se développent de plus en plus. Dans les services conventionnés, ça nécessite de faire une formation bien spécifique parce que là encore, on marche parfois un peu sur un fil et il ne faut pas… faut préserver les enfants, donc il faut vraiment faire attention quand on accueille un ado. Un des cas qu'on rencontre assez fréquemment, c'est quand on a un parent qui est plus permissif que l'autre, parce qu'évidemment, les enfants, ils préfèrent. Hein. Donc, il arrive qu'ils décident à un moment donné de n'aller plus que chez l'un ou plus que chez l'autre. Et il peut y avoir une distance qui se fait. Alors, les médiations parents-ados, il y en a, c'est parfois un ado un peu difficile et qui se rebelle contre ses deux parents. Donc, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir s'exprimer et dire à ses parents un peu comment lui, il voit les choses et de pouvoir s'exprimer. Mais ça peut être aussi, voilà, comme dans l'exemple que je viens de donner, avec un seul des deux parents. Voilà, il y a les deux cas. Mais par contre, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Tu peux peut-être nous dire quelques mots. Qu'est-ce qui se passe pour des personnes, alors là, pas forcément des ados, parfois des adultes qui ne voient plus leurs parents depuis, je ne sais pas, 20, 30 ans ou comment est-ce qu'on peut faire une médiation finalement quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps? Parce que alors, justement, ta question m'intéresse d'autant plus que je me trouve depuis 15 jours dans cette situation-là très précise, à savoir une médiation entre une mère qui doit avoir, je ne l'ai pas encore rencontrée, je la rencontre ce soir, 75-80 ans, et son fils d'une quarantaine d'années qui vit aux États-Unis. Or, la mère et le fils ne se parlent plus pour des raisons que la mère ne s'explique pas, c'est elle qui m'a contactée. Depuis une dizaine d'années, elle ne parle plus avec son fils et elle en souffre. Et elle m'a donc demandé de prendre contact, ce que j'ai fait avec le fils, pour engager une médiation, pour essayer justement de comprendre mieux et rétablir le lien. Et j'ai eu la joie, ça m'a fait très plaisir de voir le fils réagir aussitôt et d'adhérer à la mesure de médiation. Donc, on aura une réunion plénière dès la semaine prochaine. Donc, ces situations dans le cadre desquelles, pour X raisons qui remontent peut-être à l'adolescence ou à l'enfance, un adulte, un grand, je dirais, a perdu le contact avec l'un de ses parents et l'un des deux en souffre plus particulièrement ou veut prendre l'initiative de rétablir le lien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus parce que peut-être justement avec les vies à l'étranger, les courses, etc., professionnelles, la perte de lien est plus aisée, l'éloignement. De pouvoir participer à la restauration dans le cadre d'une médiation familiale de liens qui sont rompus parfois depuis très longtemps. Et puis, il y a toutes les situations de conflits justement qui n'ont pas été réglés entre parents et enfants devenus eux-mêmes parents et qui font que les grands-parents ne voient pas leurs petits-enfants. Or, la loi prévoit bien sûr un maintien de lien dans l'intérêt de l'enfant entre les grands-parents et les petits-enfants, mais comment restaurer un lien qui soit de qualité et qui permettent justement de parler de ce qui a pu se passer entre les parents et les enfants et qui a des répercussions sur les petits-enfants. Donc, c'est tout un espace de la médiation familiale qui est tout à fait intéressant et qui mérite de se développer, justement. Je vous propose de passer maintenant, merci beaucoup à toutes les deux. C'est très intéressant et ça ouvre des champs de réflexion à nous tous. Je vous propose de passer aux questions et la première question